Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui, nous allons étudier le signe du Bélier. Le Bélier, tel qu'il a été décrit par Vettius Valens, qui est un des plus grands astrologues de l'Antiquité. Vettius Valens a vécu au IIe siècle de notre ère. Il était contemporain de Ptolémée et il a écrit une anthologie de 5 livres. Et dans le premier de ces 5 livres, il nous parle des signes astrologiques. Et donc ce texte-là, qui est disponible aujourd'hui en anglais, je me suis basée dessus. Je l'ai traduit librement à ma manière en français pour vous, en espérant que j'ai été vraiment fidèle au texte. Et puis, je vais faire quelques commentaires sur ce texte. Que représente-t-il en fait? Ces descriptions sont très intéressantes puisqu'elles se servent des constellations pour décrire un signe astrologique et non pas juste du signe tropical. Nous avons quelques notions tropicales, vous allez le voir, mais nous avons également des constellations, nous avons une observation du ciel entier, toute la sphère céleste, plusieurs constellations qui interfèrent en fait dans cette description du signe du Bélier. Vous allez voir, c'est assez différent de ce que nous avons l'habitude de voir en astrologie moderne et cela ouvre vraiment l'horizon pour voilà, l'interprétation plus profonde de chaque signe, une interprétation qui est en lien avec l'observation du ciel. Voilà, donc restez avec moi jusqu'au bout. Je vais vous montrer aussi quelques images avec un logiciel qui représente l'horoscope en 3D, en sphérique. C'est super intéressant. Et puis, j'aimerais aussi vous rappeler, avant de passer à ma présentation que j'ai préparée, j'aimerais juste vous rappeler que à partir du mois de février, je commence à donner des cours, un cours d'astrologie sur 5 mois. Vous pouvez m'écrire sur le mail que j'ai mis en description sous la vidéo. Et j'aimerais également vous inciter à aller voir la vidéo sur l'astrologie, l'université astrologique européenne. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je n'arrêterai pas de vous en parler et de vous inciter à aller voir cette vidéo et de nous rejoindre dans cette université qui est unique au monde, qui est vraiment qui représente l'union de 6 traditions différentes qui s'enrichissent mutuellement pour l'avancée de l'astrologie. Voilà, donc passons maintenant au vif du sujet. Ah oui, et j'ai oublié mon Tipeee. Éventuellement, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Merci d'ailleurs à ceux qui l'ont déjà fait. Ça, c'est d'un grand encouragement pour moi. Merci. Voilà, passons maintenant à la constellation du Bélier selon Vettius Valens. Donc voilà, nous avons un joli Bélier ici avec la tête qui regarde vers l'avant, ce qui est l'uranographie correcte, puisque nous avons dans le museau du Bélier 2 étoiles fixes qui sont assez brillantes, qui représentent le museau. Donc quand vous voyez une image du Bélier avec la tête qui regarde vers l'arrière, sachez que c'est une image probablement plus récente et que elle n'est pas tout à fait correcte. Elle ne prend pas en compte en fait ces étoiles fixes de la tête. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo avec le logiciel Astramen et vous allez le voir en 3D. Maintenant, passons au texte. Le Bélier. Le Bélier est la maison de Mars. Donc, pourquoi de Mars? Puisque Mars gouverne le Bélier. Et pourquoi la maison? Puisque à l'époque, une maison et un signe faisaient un tout. Puisqu'on était
à l'époque de Valens dans le système de domification des signes entiers qui représentait aussi, chaque signe représentait une maison. Donc, il s'agit tout simplement du signe du Bélier que gouverne Mars. Puis, le Bélier est un signe masculin, un signe tropique. Pourquoi tropique? Puisque l'équinoxe du printemps se produit dans le signe de Bélier. Mais sachez qu'à l'époque de Valens, l'équinoxe du printemps tombait encore dans le Bélier pour de vrai, c'est-à-dire au niveau même de la constellation. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des poissons, et donc l'équinoxe du printemps se lève en poisson. Là, à l'époque de Valens, il se levait encore en Bélier. Voilà, puis c'est un signe terrestre. Terrestre, ici, ne veut pas dire que c'est un signe de l'élément terre. Cela veut dire tout simplement que le Bélier est un animal qui vit sur terre, un animal terrestre. Et que si par exemple nous observons une éclipse solaire dans le signe du Bélier, il va sans doute affecter les animaux qui vivent sur terre, et non pas les animaux qui vivent par exemple dans l'eau ou dans l'air. Après, c'est un signe gouvernant. C'est sans doute en lien avec le soleil qui est exalté dans le Bélier et qui représente l'autorité, qui peut gouverner. C'est un signe fougueux. Nous retrouvons ici la nature de Mars qui est fougueux. C'est un signe libre, comme le soleil. C'est un signe ascendant. Alors ici, le mot ascendant veut dire que c'est un signe qui en grec était appelé allophérès. Allophérès, c'est un terme qui était utilisé pour une constellation qui se lève avec la tête la première. Elle se lève droite vers l'avant en fait, et non pas qui se lève avec les fesses les premières, ce qui est le cas du taureau par exemple, puisqu'il est tourné ainsi dans le zodiaque. Vous voyez, quand il se lève, il présente d'abord ses parties postérieures, alors que le bélier, lui, il présente sa tête, ce qui ferait de lui, en fait, ce qui ferait des natifs de ce signe, des personnes qui sont plus difficilement influençables et plus difficilement corruptibles. Ce sont des personnes entières qui mènent en fait elles-mêmes la danse. Voilà. Puis, c'est un signe semi-vocal. Semi-vocal pourquoi? Parce que nous avons une gueule d'animal. Vous voyez que un animal balbutie, il n'articule pas bien. Donc c'est un signe inarticulé et avec la voix qui ne porte pas loin, qui n'en impose pas, si vous voulez. Donc semi-vocal. Puis c'est un signe noble. Noble, oui, parce que le soleil est exalté dans le bélier. Un signe changeant, comme Mars donc, est un signe procureur. Alors ici, j'aurais dû garder le mot procurateur, qui était l'autre option, puisque procurateur, c'était le mot utilisé pour quelqu'un qui gouvernait, qui avait l'autorité de gouverner, mais qui n'était pas l'autorité suprême, comme un premier ministre par exemple, comme un vice-président. Mais nous retrouvons quand même ici la notion de gouvernance à nouveau, quelqu'un qui a l'autorité pour prendre en charge des missions comme ça et gouverner. C'est un signe public. Vous allez voir pourquoi juste quelques instants plus tard.
c'est un signe civique, nous sommes encore dans cette idée de gouvernance, d'être public, de participer aux affaires de sa cité, quelqu'un qui s'implique en fait dans la société, avec peu de progéniture. Oui, ça veut dire que c'est un signe qui n'est pas fertile, et que si nous faisons une recherche sur la fertilité, le nombre d'enfants, etc., ce serait un facteur qui va diminuer les chances soit d'avoir des enfants, soit d'en avoir beaucoup, donc moins d'enfants. Même si vous allez le voir plus tard dans les parties, ça dépend dans quelle partie du bélier tombent les planètes, puisqu'il y a des parties plus fertiles que d'autres. Puis c'est un signe servile. Alors ce terme-là, j'aimerais bien apprendre l'ancien grec et le lire en original, je vous assure. C'est peut-être la mission suivante, mais j'aimerais bien en fait voir quel est le terme utilisé pour ce mot. J'ai lu chez d'autres auteurs, notamment chez Rhétorius, qui est encore traduit en anglais, que ce mot-là avait deux possibles interprétations. L'une qui est bien sûr ce que cela veut dire, servile, quelqu'un qui serait un petit peu dans l'adulation en fait des autres et qui serait même capable de tomber en esclavage. Alors pour du bélier, c'est très bizarre puisque ça ne colle absolument pas avec Mars, le soleil et tout ce qu'on vient de dire juste avant. Mais moi, je pense que le vrai mot qu'il faut utiliser, c'est celui qui décrit la manière dont un signe se lève à l'horizon est. Parce que c'est le même, disons que c'est un même mot qui peut avoir deux significations. Et dans sa première signification, dans la deuxième signification, ça veut dire servile. Dans la première signification, ça veut dire la manière dont se lève une constellation à l'horizon est. Et les constellations peuvent se lever de deux manières différentes. Soit droite, et de manière, comment dire, calme et correcte, soit de manière tordue, c'est-à-dire que on a l'impression qu'elles surgissent comme un bouchon comme ça de l'horizon. Tout cela, ces deux manières, ces deux groupes en fait de constellations dérivent du fait de l'observation du ciel et du fait qu'une partie de constellations qui sont l'une après l'autre, comme ça, qui se succèdent dans le zodiaque, se lèvent d'une manière tordue et d'autres qui se lèvent d'une manière droite. Alors, le bélier, lui, il se lèverait d'une manière tordue. Et donc, et c'est pour cela qu'il n'a pas les caractéristiques de quelque chose de, comment dire, d'une action calme, rassurante. Voilà, les actions qui vont commencer avec un ascendant bélier vont sans doute subir plusieurs péripéties et des zigzags comme ça dans leur développement, contrairement à des actions qui sont commencées avec un autre ascendant. Voilà pour le mot servile. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux significations du même mot? Je ne saurais pas vous le dire. Puis, le milieu du ciel de l'univers. Pourquoi le bélier serait d'un coup le milieu du ciel de l'univers? Puisque nous avons le thème de l'univers, nous avons le thème astrologique de l'univers, de la naissance. Enfin, on dit que c'est de la naissance de l'univers. C'est le Thema Mundi. Thema Mundi représente l'ascendant dans le Cancer. Et quand l'ascendant est dans le Cancer, la fin du Cancer entre le Cancer et le Lion, quand l'ascendant est dans le Cancer, le milieu du ciel est dans le Bélier. Et qui est exalté dans le Bélier? Le Soleil. Et donc cela ferait, dans un thème comme ça, le thème du monde, le Thema Mundi, cela donnerait
en fait un signe où le soleil exalte et donc qui est vraiment pour le coup public. Je reviens sur le mot public ici. Je vous ai dit que j'allais vous l'expliquer un peu plus tard. Le mot public, pourquoi public? Puisqu'il se trouve au milieu du ciel, du thème du monde, de l'univers. Ça, c'est mon interprétation. Hein. Si je me trompe, alors c'est moi qu'il faudra blâmer. Et puis, il est la cause du rang. Mais oui, c'est le milieu du ciel de l'univers et la cause du rang, puisque le soleil donne le rang dans un horoscope. Le soleil est la maison 10, bien sûr, puisque c'est le lieu le plus élevé du thème. C'est là où tout culmine et où le soleil brille vraiment dans toute sa puissance. Donc, en effet, le bélier pourrait donner des personnages qui sont puissants et qui ont un rang élevé. Puis, c'est un signe bicolore, puisque le soleil et la lune font du lichen. Ça, c'est écrit comme ça dans le texte. Je pense qu'il s'agit du cas où le soleil ou la lune se trouvent dans le bélier. Et pourquoi bicolore? Puisque c'est en lien avec la peau. Vous voyez, le soleil et la lune font du lichen. Il s'agit du lichen qui est c'est une maladie de la peau, le lichen plan, je crois que ça s'appelle. C'est une maladie qui présente des petites taches blanches et des petites taches rouges qui se suivent comme ça. La peau est un peu marquetée et représente en fait une inflammation. C'est une inflammation, une décoloration de la peau. On passe à la page suivante. Il est aussi non aspecté et écliptique. Alors ici, j'avoue que je ne saurais pas du tout vous dire pourquoi il est non aspecté et écliptique. Si quelqu'un parmi vous a des idées, merci de les partager dans les commentaires, puisque pour l'instant, moi, je n'ai pas trouvé. Si je trouve plus tard, je le mettrai dans la description, par exemple. Voilà. En fonction de sa relation avec le maître de maison, donc en fonction de la relation du bélier avec Mars. Imaginez que vous avez Mars, que vous avez le bélier au milieu du ciel. Vous regardez où se trouve Mars dans votre horoscope et vous regardez quel est le lien qu'il a avec la maison 10 dans votre horoscope. Donc, en fonction de cette relation, les hommes nés sous ce signe seront brillants, distingués, autoritaires, justes, durs avec les délinquants, libres, gouvernants, audacieux dans leurs pensées, vantards, au grand cœur. Je m'arrête ici, puisque jusqu'ici, nous avons plutôt des qualités qui sont énumérées, c'est-à-dire que si le maître de la maison du bélier, c'est-à-dire Mars, est en bonne relation avec la maison, des qualités plutôt positives vont se manifester. Donc tout ce que vous lisez ici fait partie, oui, du portrait un peu portrait des personnes qui ont un bélier, qui sont du bélier positif, disons. Voilà. Mais ils peuvent aussi être agités, instables, hautains, gonflés, intimidants, changeant rapidement ou riches. Alors riche, ce n'est pas un défaut normalement, mais il est mis dans ce groupe-là. Et vous voyez qu'ici sont énumérés plutôt des défauts. Voilà. Les béliers, cela nous donne une idée du bélier négatif en fait, qui donne de l'agitation à cause de Mars, instabilité à nouveau à cause de Mars, etc., etc.
l'intimidation, les changements rapides, etc. Bon, tout cela fait partie du caractère du bélier. Et puis, quand les maîtres de maison sont bien placés et aspectés par des bénéfiques, des rois et des hommes puissants naissent, ceux qui disposent de la vie et de la mort. Donc nous avons ici, Valens nous parle non seulement du fait que le maître de maison, c'est-à-dire Mars, puisse être bien placé, mais en plus, s'il est bien placé et aspecté par des bénéfiques, alors là, cela augmente le pouvoir de cette personne énormément, jusqu'à donner des rois et des hommes puissants qui naissent, ceux qui disposent de la vie et de la mort. C'est vraiment de la puissance suprême, là. Disposer de la vie et de la mort des gens, des autres, c'est avoir vraiment une autorité absolue. Et aussi, dans cette phrase, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il s'agit des maîtres de maison. Quand les maîtres de maison sont bien placés, alors jusque-là, nous avons parlé uniquement de Mars qui gouverne le bélier, mais chaque signe est également gouverné par 3 autres planètes qui sont les maîtres de triplicité. C'est pour cela que qu'ici, on dit les maîtres. Il y a le maître diurne, le maître nocturne, etc., etc. Donc pour le bélier, c'est le soleil, Jupiter et Saturne qui sont les maîtres de triplicité. Donc si ces 3 planètes aspectent Mars, si ces 3 planètes, une d'elles est aspectée par les bénéfiques, cela pourrait donner des rois, des hommes puissants, etc., etc. Donc ici, en fait, nous abordons un sujet complexe qui est celui des maîtrises, des conditions selon lesquelles les bénéfiques et les maléfiques peuvent donner leurs effets, etc., etc. Ceci faisait vraiment partie intégrante de la doctrine classique, enfin de l'astrologie hellénistique. Mais nous n'allons pas nous en occuper aujourd'hui. Alors, un peu plus loin, la page suivante nous dit que le bélier est d'une nature aqueuse, avec des tonnerres et de la grêle. Une fois de plus, il ne s'agit pas ici de l'élément feu. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de l'élément feu, il s'agit du fait que soit nous avons ici une indication sur le fait que le bélier tropical a quelque chose à voir avec le printemps où il pleut, où il y a des tonnerres et de la grêle, soit tout simplement le signe du bélier sidéral a ces propriétés-là. Donc rien ne nous prouve que l'un ou l'autre des cas est pris en compte ici, si ce n'est la phrase suivante qui est très intéressante. Je vais d'abord vous la lire. Depuis son premier degré jusqu'à l'équinoxe, il est orageux, grêlé, venteux, destructeur. Donc, ici, Valens nous dit que le premier degré du bélier n'est pas le degré de l'équinoxe. Donc, du premier degré jusqu'à l'équinoxe. Et vous savez que le 0 degré du bélier représente le point vernal, le lieu de l'équinoxe du printemps dans le zodiaque tropical. Or ici, ce n'est pas le cas. Ici, entre le premier degré et l'équinoxe, il y a apparemment plusieurs degrés. Donc, nous sommes bel et bien dans un zodiaque sidéral ici. Sûr et certain. Puisque du temps de Valens, je vous l'ai dit, l'équinoxe du printemps se trouvait dans le bélier encore. Il n'était pas encore passé dans les poissons.
Et donc, dans ces quelques premiers degrés, il est orageux, grêlé, venteux, destructeur. Donc, vous voyez, ces caractéristiques sont vraiment innées au signe sidéral et non pas nécessairement en lien avec la saison qui était plus tard attribuée au bélier. Plus loin, les degrés moyens jusqu'à 15 degrés sont doux et féconds. Voilà, nous avons ici, donc nous avons appris au début que le bélier ne donne pas beaucoup de progéniture, mais ici, dans les degrés du milieu, par contre, il est quand même fertile, doux et fécond. Donc, si nous avons des planètes à cet endroit-là, elles ne vont pas souffrir de cette infertilité. La Lune, par exemple, etc. Les degrés suivants sont chauds et provoquent des fléaux chez les animaux. Donc, oui, de 15 degrés à 30 degrés, il y a beaucoup trop de chaleur qui provoque des fléaux. Bon, ça c'est clair. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le signe du bélier est coupé en 3 parties ici. Allons plus loin. Ce signe a 19 étoiles brillantes. Sur la ceinture de l'écliptique se trouvent 14 étoiles brillantes, 27 faibles, 28 peu brillantes et 48 à peine visibles. Ça, c'est assez clair. Les constellations qui se lèvent en même temps que le bélier sont au nord. Il énumère les constellations. Alors ici, c'est vraiment super intéressant. Là, on rentre vraiment non seulement dans l'astrologie sidérale, mais dans l'astrologie d'observation et dans l'astrologie sphérique. Puisque comment il se pourrait-il que plusieurs constellations se lèvent en même temps que le bélier? C'est possible puisque l'ascendant pour cette astrologie-là, c'était non seulement le point de l'ascendant, le petit point que nous voyons sur nos cartes modernes, mais tout l'horizon est. Tout l'horizon est qui est courbe, en fait. Et à cet horizon est, quand la constellation qui se trouve sur l'écliptique, là, le bélier, se lève, d'autres constellations vont se lever en même temps, bien évidemment. Au moins encore 2 constellations vont se lever. Ces constellations étaient appelées des parents, P-A-R-A-N-S, du coup. Ce fait de se lever ensemble était appelé Paranatelonta. Et donc, quand le bélier se levait là où il se trouvait Valence, probablement en Égypte, quand le bélier se levait à l'horizon, alors au nord se levait la première partie de Persée, la partie arrière et la partie gauche du cocher, et au sud, la nageoire et la queue de la baleine. Donc vous voyez que par rapport à l'est vraiment où se lève le bélier, un peu plus au nord vont se lever 2 constellations et un peu plus au sud une constellation avec 2 de ses parties. Donc tout cela est vraiment du 3D. C'est de l'astrologie en 3 dimensions et je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer dans le logiciel Astramen comment ça marche. Donc vous voyez, on observait tout l'horizon avec tout ce qui se levait à l'horizon et tout ce qui se levait faisait partie de l'ascendant et était interprété comme en conjonction avec l'ascendant. C'est de la conjonction. Voilà, c'est vraiment beau de voir les choses comme ça. Et puis, quand le bélier se lève,
les pieds du bouvier au nord et la partie postérieure du loup au sud se couchent. C'est-à-dire que en même temps que les constellations se lèvent à l'est, c'est-à-dire il y a d'autres constellations qui vont se coucher à l'ouest. Et elles sont énumérées ici. Les pieds du bouvier, la partie postérieure du loup, etc. Donc vous voyez que si nous voulons véritablement tirer des renseignements sur ce que ça signifie, c'est un ascendant en fait, un ascendant bélier, nous devons prendre en compte tout l'horizon. Et s'il y a des étoiles fixes qui touchent les lignes de l'horizon, alors là, c'est vraiment très très puissant. Ça, c'est pas dans le texte, mais je vous le dis. Voilà. Allons un peu plus loin. Les régions suivantes sont gouvernées par le bélier. À l'avant, Babylone, c'est-à-dire avant même la tête du bélier. S'il y a par exemple une éclipse solaire qui se produit à l'avant du bélier, cette éclipse va concerner Babylone. Puis dans la tête, les Élim. Sur le côté droit, la Perse. Sur le côté gauche, la Palestine et les contrées voisines. À la tournure de la tête, entre parenthèses, le cou, c'est moi qui suggère qu'il s'agit du cou. La Babylonie. Dans sa poitrine, l'Arménie. Dans ses épaules, la Thrace. Dans son ventre, la Cappadoce. Suse, la mer Rouge et la mer Morte, dans ses parties postérieures l'Égypte et l'océan Indien. La Thrace ici, ce sont les Balkans en fait et la partie nord de la Grèce. Donc vous voyez que à quel point cette constellation a été détaillée pour lui attribuer des régions. Est-ce que ces régions sont valables toujours et encore de nos jours? Il faut le vérifier. Il faut expérimenter avec les éclipses, etc. et voir si ça correspond. Donc, je pense que c'est tout pour le texte. Le texte s'arrête là. Vous voyez que nous avons plusieurs informations qui sont données autant au niveau de la constellation qu'au niveau de des caractéristiques générales du bélier. Et je vais maintenant vous montrer cette constellation dans le logiciel Astramen. Donc voilà, nous sommes dans le logiciel astramen.com. Vous voyez la sphère céleste de l'extérieur, la projection des constellations sur la sphère céleste. On va rentrer dedans comme si on était sur Terre et non pas à l'extérieur de la Terre. Et nous voyons ici le bélier. Donc le bélier, comme je vous l'ai dit, il a la tête tournée vers l'avant puisque sa tête comporte deux étoiles fixes. Je vais les mettre et je vais cliquer dessus. Voilà, ici, c'est Mésartime, qui est une étoile de la nature de Saturne et de Mars. Et puis, dans les cornes, c'est Amal, une étoile fixe de la nature de Mars et de Saturne. Il y en a plein d'autres, mais bon, on va pas s'en occuper aujourd'hui. Donc, vous voyez ici les lignes blanches qui représentent l'horizon observable, l'horizon physique. Et ici, vous voyez la ligne bleue qui représente l'écliptique, le chemin du soleil. Donc, le soleil, quand il croise l'horizon, il se lève. En fait, c'est le lieu du lever du soleil et puis du lever de tous les autres objets célestes qui se trouvent sur l'écliptique. Donc ici, c'est l'ascendant. Cela représente l'ascendant dans l'horoscope.
Et tout ce qui est au-dessus de la ligne d'horizon est observable et visible. Tout ce qui se trouve en dessous n'est pas visible pour l'instant. Donc, tout ce qui est en dessous va se lever par la suite. Avant de vous montrer comment tout se lève, je vais vous montrer l'étendue du signe sidéral du Bélier, qui est ici calculé dans le zodiaque babylonien fixe, qui est le zodiaque utilisé par Vetus Valens dans ce texte. Donc vous voyez ici en rouge les limites du signe sidéral du Bélier. Et vous voyez que le Bélier commence ici. Donc déjà, une grande partie du deuxième poisson se trouve à l'intérieur du Bélier, du signe du Bélier. Donc, quand il y a des planètes qui se trouvent ici, bien évidemment, la signification de cette constellation va compter énormément. Valens n'en a pas parlé dans le texte, mais je vous le dis juste pour que vous puissiez profiter un petit peu du logiciel. Et donc, si nous allons vers le nord, nous allons voir que le Bélier comporte le triangle, la constellation du triangle, une grande partie d'Andromède, Cassiopée, Céphée, le dragon, etc. Le pied ici de Persée. Et puis, si nous allons vers le Nadir, au sud de l'horizon, nous allons voir le monstre marin, qui est en fait la baleine, la constellation de la baleine, et puis Éridan, le fleuve Éridan. Voilà. Donc, ici, l'ascendant se trouve dans les premiers degrés du Bélier, puisqu'ils augmentent dans ce sens-là, de la droite vers la gauche. Donc, les premiers degrés sont à droite, et puis vers la gauche, les derniers degrés. Disons qu'ici, j'ai mis 16h15 comme heure. C'est l'heure où aujourd'hui se lève le Bélier à Paris, la constellation du Bélier à Paris. Et je vais un petit peu avancer dans le temps pour vous montrer ce qui se passe dans 10 minutes. Dans 10 minutes, le Bélier s'est levé encore un peu plus. Dans encore 10 minutes, vous voyez, les jambes dépassent maintenant l'horizon, etc., etc. Là, il s'est complètement levé au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, vous voyez la manière dont il se lève. Je vais le faire reculer à nouveau. Et vous allez voir que, en fait, sur cette ligne d'horizon, pardon, il y a d'autres parties de constellations qui vont apparaître en même temps. C'est cela les paranatellons. Et c'est ce qui est décrit dans notre texte. Il est bien dit que vers le sud, par rapport au Bélier, vers le sud, c'est-à-dire vers la droite, se lève la queue de la baleine et la nageoire. Les voici. Vers le nord, à partir du Bélier, nous pouvons observer Persée et le cocher. Le cocher ici, il est montré de cette façon-là. C'est une des uranographies possibles. Et puis, si nous nous éloignons un petit peu, et que nous nous déplaçons vers la droite, nous allons voir quoi? Nous allons voir ici Céleste. Ici, le soleil se lève vers le milieu du ciel.
Le milieu du ciel est à peu près ici. Et puis, vous voyez que l'écliptique va baisser, va recroiser la ligne d'horizon. Ici, c'est là le coucher du soleil. Donc, dans le texte, Valens nous dit que, en même temps que le bélier se lève à l'est, d'autres constellations se couchent à l'ouest, et il mentionne le loup, la constellation du loup, et les pieds du bouvier. Pardon. Les pieds du bouvier sont là. Ils sont un peu hauts par rapport à la ligne d'horizon encore, mais il faut quand même dire que Valens ne se trouvait pas sur la même latitude que nous aujourd'hui, car ce que je vous montre ici est valable pour Paris. C'est ce qui est visible ce soir 13 novembre à 16h à 17h à Paris. C'est l'état du ciel à cette heure-ci. Donc, vous voyez bien que ce que décrivait cet auteur antique Vettius Valens, bel et bien un horoscope en 3D. C'est ce que nous avons perdu, en fait, depuis l'Antiquité, depuis que nous avons oublié d'observer le ciel. Voilà. Je vous laisse profiter encore un petit peu de ces images. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous attends bientôt pour la constellation suivante qui est le Taureau, qui, comme vous le voyez, se lèvera non pas avec sa tête d'abord, c'est-à-dire alophéres, la tête vers l'avant, mais qui se lève vers l'arrière. Voilà. On voit pas vraiment le postérieur du Taureau, mais il va se lever à l'envers et ceci a sa signification. Le Taureau sera beaucoup plus corruptible et influençable. Ici, nous voyons vraiment la différence dans l'image et nous pouvons illustrer cette idée de Catopheres et de Alopheres. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez bien profité de cette description peu commune des constellations. Je vous dis à bientôt.